Comment ça va, Martin? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. J'avais vraiment Bienvenue hâte. dans la salle de podcast Si, Team Factory. oui. C'est vraiment le fun. Donc, j'étais comme curieuse. J'avais le goût de te poser une question. C'est moi qui me fais interviewer. Ça fait Oui, différent. c'est toi. Ouais, ça fait différent. J'étais vraiment curieuse de savoir, Team Factory, ça vient de où? Puis pourquoi est-ce que tu as choisi de créer ça? C'est venu où? Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, je dis toujours que Team Factory, je l'ai parti pour moi avant les Ouais. autres, dans le sens que je suis un ancien soudeur de métier, tout le monde Ouais. le sait maintenant, Uh-huh. mais qui a parti une première entreprise à l'âge de 22 ans. Puis, à force de développer différentes entreprises, différents projets, à un moment donné, avec une, j'ai perdu quand même beaucoup de gens. À l'interne, des gens que j'aimais, des gens que j'appréciais, que j'ai pu créer une relation avec eux pendant 10 ans, bâtir des projets exceptionnels. Puis quand l'espace de 12 mois, écoute, envoyait chier Martin de la Roseville, puis on partait. Fait que là, ça m'a beaucoup blessé. Je comprenais pas comment ça, que moi, je les aimais autant. J'avais pas envoyé promener personne. Il me semblait que j'avais rien changé. Ouais. Puis que tout d'un coup, les gens pouvaient se détacher aussi rapidement. C'est là que j'ai compris que la rétention de personnel, il y avait vraiment quelque chose qui avait changé. Ce qui attachait nos employés il y a 15 ans, c'est pas les mêmes éléments. Fait que là, aujourd'hui, pour être honnête, Lisa, c'était une montgolfière sur une plage. Pourquoi ils sont partis? Mais à l'époque, tu sais, quand tu es dans le tout opérationnel, mélange de fin de croissance, fait que là, à un moment donné, ben, ça nous aveugle un peu. On vient un peu fou avec l'idée de grandir. Mais là, maintenant, à un moment donné, c'est que je prenais une suite de mauvaises décisions qui impactaient la fierté de ma gang sans m'en rendre compte, sans savoir exactement sur quoi miser. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré un gars aux États-Unis. Il m'a dit, Martin, si ta culture d'entreprise serait forte, tu n'aurais pas perdu ton monde. Ça m'a tout le temps joué dans la tête. Il n'a juste pas été assez fin de m'expliquer c'était quoi une culture d'entreprise, mais ça a l'air que c'était ça, tu sais. Puis j'étais un gars assez pragmatique. Fait que quand je suis revenu dans l'avion, j'ai atterri, puis là, je me disais, bon, ça a l'air que la culture d'entreprise. Fait que là, aujourd'hui, on est comme habitué d'entendre ça. Ouais. Mais là, 6-7 ans, culture d'entreprise, c'était un peu nouveau. Là. Il y avait les business Facebook là, qu'on entendait parler de leur culture d'entreprise, mais c'était encore très nébuleux. Fait que là, j'ai décidé de vraiment attaquer le projet, de dire, attends un petit peu, là. Ça a l'air que c'est ça qui va nous aider en tant qu'entrepreneur, mais personne ne sait c'est quoi. Fait que il y a une opportunité. Puis bref, à cette époque-là, avec mon partenaire Pierre-Luc, on a décidé d'attaquer ça, puis d'arrêter d'en parler, mais vraiment de définir c'est quoi, puis d'en faire vraiment un outil mesurable qui nous permettrait vraiment d'aider nos chums entrepreneurs. Puis, tu sais, moi, je suis un amoureux de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs au sens large. Fait que je me suis dit, écoute, je suis capable de créer un produit qui va vraiment aider l'entrepreneur. C'est quoi, tu sais, je me disais tout le temps, c'est quoi la formation que j'aurais dû faire qui m'aurait sauvé tout ce trouble-là, tu sais? Ouais. Ben, j'ai dit, écoute, moi, il est trop tard, mais je peux peut-être créer quelque chose qui va aider mes chums, par exemple, dans le futur. Puis ça a été un peu l'ADN de Team Factory. OK. Puis parle-moi donc d'humilité à travers tout ça, justement. Parce que je sais que c'est un mot aussi que vous utilisez beaucoup. Beaucoup, c'est une de nos 4 valeurs. Oui, exactement. Donc, à travers, c'est ça, cette valeur-là, est-ce qu'elle est ressortie, entre autres, un peu de ton expérience personnelle à la création de Team Factory? Oui, puis je peux même dire, autant que c'est ce qui fait partie de l'ADN de Team Factory, autant que c'est une des raisons pourquoi j'ai perdu mon monde. Right, c'est ça. Fait que, Ouais, c'est intéressant. Tu sais, si je fais un peu une rétroaction de mon histoire d'entrepreneur, tu sais, moi, j'étais un soudeur qui est arrivé bien humblement dans l'univers de l'entrepreneuriat. Mais qu'à un moment donné, écoute, j'étais jeune, là, j'avais quoi, 22 ans à l'époque, tu sais. À 27, 28 ans, là, à un moment donné, tu regardes tes chums entrepreneurs autour, puis là, ils se promènent avec des BMW, puis là, ils se promènent avec des gros trucks, puis là, à un moment donné, tu veux te faire accepter dans la chambre de commerce. T'es jeune, là, écoute, moi, j'étais un petit gars, là, fait que là, je commence à m'acheter des beaux costards, là, puis là, je commence à me mettre beau avec des cravates, puis là, je réalisais pas que pendant que j'étais en train de séduire la chambre de commerce, j'étais en train de couper les ponts avec mon équipe. Parce que les autres s'habillent pas en petit costard, pas en petit habit, là, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, sans m'en rendre compte, c'est subtil, là. Ben, ben, je portais plus mes t-shirts de mon entreprise à l'époque, La Recharge, tu sais. Puis là, ben, j'étais rendu que moi, j'arrivais au bureau, ben moi, j'avais des petites chemises pendant qu'eux autres portaient des t-shirts. Fait que, tu sais, c'est toutes des micro-coupures comme ça qui fait qu'à un moment donné, j'avais des véhicules que mes employés ne pouvaient pas avoir, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, il y a un associé qui est rentré chez nous, la grosse voiture. Puis là, c'est là que les gens se retrouvaient plus dans cette nouvelle ADN-là, qui, à la base, était très humble, mais qui l'avait perdu. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre qu'on on s'en fout des chambres de commerce, là, je vais commencer à aller chercher le cœur de ma gang, tu sais. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, avec un peu plus de maturité, je vieillissais, je plus assumé un peu aussi, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai vu que, regarde,
Si la Chambre de commerce ne veut pas de moi, si j'ai le cœur de ma gang, on va gagner, c'est pas grave, tu sais. Mais c'est facile à dire à 45 ans, mais quand tu as 27, 28, 29 ans, c'est très ambigu le monde des affaires. Comment on rentre là-dedans? Tu sais? 100%. Puis dis-moi, on parle beaucoup d'équipe, puis on parle beaucoup de clients aussi. Puis on a une chose un peu en commun dans l'approche Team Factory. Les équipes d'abord ou les clients d'abord? Bonne question. Nous, dans notre approche, puis tu sais, évidemment, sujet de discussion, Ouais. okay? On n'est pas des gourous, on n'a pas la vérité infuse, mais mettons, moi, je parle humblement de mon expérience en affaires. Si on recule, quand on avait des entreprises il y a 20 ans, l'obsession, soyons honnêtes, était client. Exact. OK? Ouais. L'employé était un outil, un moyen pour rendre ton client heureux. Puis si t'es pas content, va-t'en chez vous, je vais en mettre un autre. L'humain était remplaçable, c'était tous des sièges éjectables, puis boum. Aujourd'hui, ce qui est dur à fidéliser, c'est pas le client, c'est l'employé. Puis, Tellement. fait que c'est pour ça que la rétention, avant, on était obsédé par la rétention client. Aujourd'hui, on est obsédé par la rétention employé. C'est pour ça que ça nous a obligés à forcer le focus. Est-ce qu'il faut devenir 100% culte de l'employé pour on oublie le client? C'est pas vrai. OK? Au final, nos entreprises roulent à cause de nos clients. Ouais. Donc, on n'ira pas au pays des licornes, là. Par contre, l'aiguille n'est pas à la même place. Moi, je dis toujours, puis écoute, statistique Martin de la Roosevelt, 0 appuyé. Mais mon feeling dit, on dirait qu'avant, on était comme 75% clients, puis 25% employés. Aujourd'hui, on dirait qu'il faudrait qu'on soit comme à 60% clients. C'est vrai que le client, il reste important. Par contre, il faut laisser beaucoup plus de place à nos stratégies entrepreneuriales face à notre employé. Est-ce qu'on a... Si tu n'as pas la fierté de ton monde, tu ne gagneras pas de match. Puis tu sais, ça, dans le sport, ça a toujours été clair. La fierté de nos troupes, la fierté de porter le maillot, tu sais. Puis ce qui a changé aussi, c'est qu'à l'époque, Martin de la Roosevelt, le soudeur, en 1997, quand il est rentré chez Hull et Fils à Drummondville, j'étais tellement fier d'avoir une job. Point. Parce qu'il y avait du chômage. Parce que, écoute, moi, je me rappelle d'avoir compté mes semaines de chômage avant de tomber sur le bien-être social. Hey, le bien-être social est même un mot qu'on dirait, on a-tu encore le droit de dire ça? On dirait que c'est comme, mais voyons, on ne dit pas ça. Tu sais. Ça existait, là, c'était ça la réalité. Puis, fait que moi, là, quand je me suis fait embaucher, ben, à la base, tu venais d'acheter une paire de mains, un soudeur, puis moi, je lui mettais le cœur à l'ouvrage. Parce que je ne voulais pas perdre ma job. J'allais-tu avoir un bon gestionnaire? J'allais-tu avoir un... C'était optionnel. J'avais une job. Aujourd'hui, avec 175 000 postes disponibles au Québec, quand on embauche un employé, on achète une paire de mains, oui, mais le cœur n'est peut-être pas dans la transaction. Puis ça fait qu'aujourd'hui, dans notre calcul de l'aiguille client versus employé, si tu n'es pas capable d'aller chercher le cœur et la fierté de tes troupes, 100%. tu ne seras pas capable de garder tes clients 100%. parce que tu vas perdre ta compétence, tu vas vivre un roulement de malade, ça va faire plein d'erreurs opérationnelles, baisse de qualité, baisse d'efficacité, qu'au final, ton client, il va te quitter parce qu'on ne livre pas ce qu'on lui a promis. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, il faut que tu ailles les yeux sur la balle, aie le cœur de ta gang, protège tes troupes. Si tu gardes ta compétence à l'interne, là, tu vas être capable de rendre ton client heureux. Ce qui n'était pas tant dans nos stratégies il y a 20 ans. Non, c'est ça. Puis ça change, mais on a encore un bon bout de chemin à faire, vraiment. Moi, dans une de mes anciennes emplois, justement, j'étais responsable de l'expérience client pour une entreprise en agroalimentaire. Puis, justement, une des grandes clés, c'était l'expérience client passe par l'expérience employé. Exact. Donc, on devait vraiment s'assurer que les employés en magasin, sur le terrain, c'était ça ma responsabilité, vivent une bonne expérience dès le onboarding jusqu'à la journée où est-ce qu'ils décident de peut-être changer d'emploi, changer de poste, grandir à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on avait des preuves comme quoi que le plus que l'employé avait une belle expérience, quotidiennement, qui se réveillait puis était fier de venir rentrer travailler, le plus que le client allait être satisfait. C'est une corrélation directe. 100%. Il y a vraiment un lien de plus en plus direct. Puis, tu sais, soyons honnêtes, l'employé aujourd'hui a aucune raison de rester dans une entreprise pour qui il n'est pas fier. Non, c'est ça. Il y a le choix. Fait que si toi, il y a le choix. Il y a le choix. Vraiment. Fait que ça a complètement
ébranler Mhm. les bases même de Mhm. l'entrepreneuriat. Là, tu sais. Fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun humain qui est obligé de rester chez vous. Il va rester, ça lui tente. C'est ça. Fait que moi, je dis toujours qu'à la base, peu importe notre domaine, notre secteur d'activité, en premier, on doit être une bonne business de tatou. Si tu n'as pas compris comment tatouer ton monde, tu vas vivre l'enfer. Fait que c'est pour ça que nous, quand on accompagne les organisations, on les aide à comprendre comment tu vas tatouer ton monde. Après que tu les as tatoués, c'est quoi tu fais, toi? Parfait, là, on peut en parler. Si tu les as pas tatoués, oublie ça. Mhm. Fait que c'est une expertise tatouer puis d'aller chercher le cœur de sa gang. 100%. Puis c'est complexe, soyons honnêtes. Là. Je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire où il y a 4, même si je ne me trompe pas, c'est peut-être même 5 générations qui se croisent dans l'organisation. Ça veut dire que là, j'ai Carl, 22 ans, puis j'ai Jean-Guy. Jean-Guy, 58, 60. Mais hey, il y a du monde là, avec tous des mindsets différents. Fait Exactement. que si on ne les forme pas, puis on n'accompagne pas nos gens, puis on pense que nos gestionnaires vont développer tout ça, comment s'adapter, oubliez ça. Non. Non, Oubliez ça ça. prend C'est de bien trop leur l'accompagnement. demander. Ben oui. En plus de la pression qu'on leur donne de faire leur job de base. là, tu sais. Exactement. Donc, tu sais, c'est là où est-ce que moi, je rentre en jeu aussi, puis en utilisant la méthodologie Team Factory, en utilisant les outils, je viens appuyer avec coacher ces gestionnaires-là à venir développer leurs compétences relationnelles et émotionnelles pour devenir des meilleurs gestionnaires. Parce que gérer des êtres humains, on va se le dire, c'est une des choses les plus difficiles à faire. C'est épouvantable. C'est épouvantable à quel point c'est difficile, puis les gens n'ont juste pas les outils. Mais si on leur fournirait ces outils-là, on les encadrerait, ils se sentiraient beaucoup plus en confiance. Tellement. Puis c'est vrai que c'est un énorme défi, la gestion humaine. Par contre, je pense qu'il n'y a rien qui me rend plus fier Oui, que réussir exact. ça. On dirait qu'on a une relation amoureuse avec la gestion humaine. Autant qu'on arrive chez nous des fois, puis hey, on foutrait tout ça là. Ouais. Écoute, on est à Ouais. bout. Mais quand on réussit à faire développer quelqu'un, Tellement. atteindre des objectifs, avoir le sentiment d'avoir un impact dans le développement d'un humain, Mhm. il n'y a rien de mieux comme reconnaissance pour un gestionnaire. C'est ça, parce que ça donne du sens à Exact. notre vie. Puis donner du sens, c'est le why. C'est pourquoi est-ce qu'on 100%. fait quelque chose. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher le cœur aussi des gens. C'est de faire réaliser à la personne que ta job, ce que tu fais, ce que tu contribues tous les jours, ça fait du sens. Ça donne un sens à ton Exactement. quotidien. C'est pour ça que souvent je dis à mes clients, la meilleure marque de reconnaissance que tu peux avoir pour tous tes gestionnaires, forme-les. Parce que le gestionnaire, lui, là, qui, on s'entend peut-être, était très performant. C'est sûr que s'il n'était pas performant, je ne l'aurais pas nommé gestionnaire. Mhm. Fait qu'à la base, c'est un super employé, le cœur gros comme ça, excellent dans son domaine. Mais lui, là, ça se peut que chaque jour, là, il le sait qu'il a zéro le cœur de sa gang. Il ne sait pas comment aller chercher le cœur de ça, de ses humains. Il ne sait pas comment les faire avancer. Il y a une expression en France, c'est un peu spécial, mais imaginez l'image. Ils disent que ils appellent ça l'expression pousser sur des spaghettis mous. OK. Puis ça m'a toujours marqué parce que des fois, nos gestionnaires ont l'impression que leurs équipes, là, tu sais, parce qu'un spaghetti, quand il est dur, là, Ouais. ben, tu le pousses, tu fais 1 centimètre, ça fait 1 centimètre à l'autre bout. là, c'est mathématique. Ouais. Un spaghetti mou, là, tu pousses là-dessus, ça fait le rond, ça tourne, ça roule, ça fait n'importe quoi sauf avancer. Mhm. Puis des fois, nos gestionnaires, ils ont tellement perdu la connexion avec leurs équipes actuelles parce qu'ils sont programmés complètement différents de ce qu'ils connaissent. Exact. Ils ont l'impression qu'ils poussent des spaghettis mous. Ils savent pas. Ils ont Oui. l'impression que moi, là, je suis pas capable de faire avancer mon équipe. Le mieux que je peux faire, c'est les rouler, essayer de les tourner, les virer sur le côté, mais je suis pas capable de les faire évoluer. Ouais. Et ça, c'est décourageant en tabarnouche pour un gestionnaire. Fait que c'est pour ça de venir lui montrer comment être capable d'aller chercher le cœur de sa gang, puis de les faire avancer, puis de leur expliquer les codes. Mhm. C'est du monde intelligent, ils vont le comprendre. Un coup, ils ont compris les codes, c'est parti. Exactement. Puis c'est ça le rôle d'un gestionnaire aussi, c'est de le faire élever sa gang. Exactement. Parce que son rôle, c'est souvent là, des fois, on va voir un genre de disconnect parce que des fois, le gestionnaire va penser qu'il est 100% responsable des résultats. Mais la clé, c'est quand tu réalises que ta responsabilité première en tant que gestionnaire, c'est que tu es responsable pour les êtres humains qui sont responsables des résultats. Et C'est bien dit, ça. quand tu as ce changement-là, cette prise de conscience-là, là, tout change. De un, tu te détaches aussi du résultat ultime, puis que tu réalises que si tu mettais ton énergie sur la gestion de ces humains-là, de les accompagner, de les élever, bien, ça va avoir un impact direct et positif sur les résultats. Puis c'est tellement un beau métier, je trouve, être gestionnaire. C'est quand on a les bons outils pour y Ouais. arriver.
Tu sais, moi, là, j'ai toujours une obsession, puis ça, c'est une obsession personnelle. Mais tu sais, Lisa, tu réalises qu'il y a des gens, OK, ils ont été directeurs, présidents, ils ont été superviseurs, chefs d'équipe, toute leur vie. Toute leur vie, ils ont géré des gens. Quand ils arrivent à leur retraite, puis ils se promènent au IGA de Drummondville, puis ils croisent un employé, un ancien employé, l'employé change de rangée pour le croiser. Ah oui. Tu sais, là, puis moi, je me dis tout Oh le my temps, gosh. mais je t'annonce que c'est le quotidien de beaucoup de gestionnaires. Pourtant, ils ont travaillé fort toute leur vie, mais ils n'ont pas réussi à toucher le cœur des individus. Puis à la fin, c'est juste une libération. Je ne veux plus jamais te parler de ma vie. Fait que, tu sais, moi, j'espère tellement que quand je vais me promener au IGA de Drummondville à 70 ans, que je vais rencontrer des anciens employés qui vont me dire « Te rappelles-tu, en 2026, Lisa, t'es venue au bureau. » Tu sais, c'est ça. J'espère qu'on est en train de marquer positivement des gens. Puis, des fois, nos gestionnaires ne réalisent pas que tu peux rentrer au bureau, pointer quelqu'un puis changer sa vie. 100%. Hey, c'est beaucoup de pouvoir donné à un humain. Mais en tant que gestionnaire, on a ça. Je peux scraper la vie de quelqu'un ou je peux le faire grandir. Exactement. C'est fou. C'est puis un de l'aider choix. à atteindre des objectifs, puis devenir un levier de cet humain-là. Mais on a ce pouvoir-là de pointer quelqu'un puis d'avoir un impact instantané. Tu sais, des fois, les gens le sous-estiment. Absolument. Tu sais, il y a la phrase qui est justement « Les gens se souviennent de comment tu les as fait sentir. Ils se souviennent pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, mais ils se souviennent de comment est-ce que tu les as fait sentir. » Exactement. C'est tellement ça, c'est ça qui va rester. Fait que ta phrase de tantôt, ton exemple de tantôt, du gestionnaire à sa retraite, où est-ce que tu as l'employé qui a changé, parce qu'il s'est souvenu de comment il s'est senti dans sa présence. Clair. Alors, comment est-ce qu'on veut que notre monde se sente? Est-ce qu'on veut qu'ils se sentent à leur place, bien, motivés, mobilisés, engagés? Ça, c'est un choix. Puis ça revient aux gestionnaires. Mais là, l'affaire, c'est que des fois, les gestionnaires, ils n'ont juste pas d'outils. Ils savent juste pas comment. Ils ont la volonté. Ils sont tous capables de le faire. Ils sont tous capables de le faire. C'est juste, c'est un choix. C'est ça. Puis après ça, c'est de dire, OK, je suis ouverte ou ouvert à me faire accompagner, à me faire aider. Puis ce qui est fascinant, c'est dans le technique, là, quelqu'un qui n'est pas bon à faire quelque chose, mais il n'a jamais été formé à le faire, ça va être simple. On va dire, ben, voyons, c'est normal qu'il n'est pas bon, on ne l'a jamais formé. C'est ça. Mais dans la gestion des équipes, on pense que ça, il va le développer par lui-même, sans formation, etc. Non, ça, c'est une compétence comme le reste. Exactement. Je sais utiliser un équipement X, je sais travailler sur tel truc, je sais gérer une équipe. C'est vraiment une fonction. Ça se développe, ça s'outille. Ça, mais souvent, on ne voit pas l'importance de l'investissement-là. Non, mais pourtant, c'est là où est-ce qu'il y a le plus grand impact. Sur la rétention personnelle, c'est direct. 100%. Puis en plus, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, ça devient encore plus important aujourd'hui que jamais. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais, je dis toujours que l'intelligence artificielle, là, elle va faire le dispatch de nos tâches bientôt en entreprise, que c'est plus vrai que c'est ça le rôle du gestionnaire. Non, c'est ça. La machine va s'en occuper. Par contre, la seule affaire que la machine ne peut pas faire, c'est aller à toi et aller chercher le cœur de ton équipe. Exactement. Ça va être ça, être le gestionnaire du futur. Quand même que tu es le meilleur soudeur, le meilleur machiniste, le meilleur... Tu ne vas rien servir dans le rôle de gestionnaire dans quelques années. Si tu penses que c'est juste dispatcher de l'ouvrage. Apprends à développer les compétences d'aller chercher le cœur de ta gang. Prouve à l'entreprise la rétention dans ton équipe. Bienvenue dans le rôle du gestionnaire en 2026. Exactement. That's it. Puis il y avait une étude qui était sortie qui disait que les compétences à venir développer, justement, à partir de 2026, c'était créativité, puis les compétences émotionnelles et relationnelles. J'y crois. C'est ce qui fait de toi 100%. un être humain qui va être capable de connecter puis d'aller chercher le cœur de l'être humain que tu as devant toi. Mais souvent, ce qui est arrivé, si on est bien honnête, en tout cas, moi, j'ai fait cette erreur-là 1000 fois, c'était, j'avais une équipe, j'avais quelqu'un d'ultra compétent techniquement, j'avais peur de le perdre. Ma façon de me sécuriser à moi pour ne pas le perdre, c'était de le nommer gestionnaire. Je vais lui donner une équipe en cadeau. Ça va m'aider à le garder. Mais je me suis jamais posé la question si ça tentait de gérer des gens le restant de sa vie. Ça. Mais c'est tellement illogique. Je me rendais service, mais lui, je l'ai sorti de sa zone de confort pour le mettre dans une zone où il n'est pas compétent. Puis en plus, je ne vais pas le former. Mais tu sais, comme ça, là, ce que tu as vécu, ce que tu partages, moi, je le vois vraiment pas comme une erreur. Je le vois vraiment comme une opportunité, tellement un bel apprentissage. Puis ça t'a permis de venir ensuite créer la méthodologie Team Factory. Donc, si tu n'avais pas vécu ça, Martin, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais j'ai perdu des gens que j'aimais. OK. Si j'aurais pas perdu des gens, au bout du compte, tu as raison, j'aurais moins de misère à le voir, comme tu viens de me le dire. Mais la réalité, c'est que je vois des gens là, que
je serais encore avec eux aujourd'hui. Mhm. C'est sûr qu'ils seraient encore avec moi. Mhm. Mais à cause de mon incompétence dans la façon de structurer mon organisation, j'ai Mhm. été maladroit, j'ai été émotif. Ben, ça m'a fait perdre des gens qui étaient des personnes extraordinaires. T'as permis d'apprendre quelque chose. Mais en tout cas, Oui. au moins, Oui. on va sauter qu'on Oui, apprend quelque chose. exact. On ne rentrera pas dans des... Là, je pourrais rentrer dans plus profond, mais je n'irai pas là. Donc, dis-moi, avec la méthodologie Team Factory, là, on s'entend, il y a des équipes de 500 employés, 1000 employés, 2000 employés, puis qui vivent des fois des restructurations. Bien Puis sûr. ça chombole énormément. J'en ai vécu des restructurations après restructuration quand j'étais en grande entreprise, avant de partir à mon compte. Et c'est pas facile. C'est sûr. C'est vraiment pas évident de savoir, OK, ben qui est-ce qu'on met dans ce rôle-là? Dans quelle équipe? Comment est-ce qu'on s'assure que, justement, on met la bonne personne, sa bonne chaise? Puis quand je suis allée chercher ma certification avec Team Factory, justement, j'étais tellement émerveillée, je me suis dit, oh my gosh, dans des situations comme ça, lorsque des grandes entreprises vivent des changements comme ça, des plans de grande restructuration, je trouve que ça répond vraiment à leurs besoins. J'aimerais ça que tu m'en dises un petit peu plus Mais là-dessus. bien sûr. Moi, l'idée, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, chercher une façon... Tu sais, puis je me suis inspiré du sport. Puis d'ailleurs, je discutais tantôt dans un de mes immeubles, j'ai le coach des voltigeurs de Drummondville. OK. OK? Fait que le sport. Pourquoi les Canadiens de Montréal, quand on joue contre Boston, c'est pas les mêmes trios sur la glace quand on joue contre Toronto? Parce qu'il y a des experts qui font de la schématique d'équipe. Ils ont compris exactement la lecture de leur humain. Ils l'ont décortiqué. C'est une science. Puis ils finissent par savoir exactement à quelle minute te mettre sur la glace, combien de temps versus le prochain match, versus quelle équipe on va jouer, etc. Tout est calculé. Tu sais, je faisais une formation avec la ville de Rimouski. Écoute, c'était trop parfait. On est allé faire la formation avec la ville, leur équipe nationale, leur équipe régionale. On était directement dans leur stade. Je suis allé voir le coach. Le coach est en train de faire quoi? Wow. Il était avec son équipe OK. sur un sofa en train de regarder une énorme télé à faire play, stop, OK. Il analysait le match pour exactement savoir sur quoi entraîner leur gang sur la glace. Tapis rouge, exactement. Je dis, mon Dieu Seigneur. Tellement. Le coach de l'Océanique de Rimouski venait de faire la démo exacte de ma Ouais. vision. Pourquoi qu'on fait ça dans le sport, mais pas dans nos entreprises? Mhm. Est-ce que vraiment de décortiquer quelqu'un pour mieux comprendre ils sont où ses forces puis l'utiliser dans sa zone de génie de mon organisation, c'est un manque de respect? Non. Pourquoi qu'on dit, mais non, mais faut pas commencer à trop pousser l'humain puis le mettre dans une case? Non. Je veux pas te mettre dans une case. Je veux te mettre où tu vas briller chez nous. Exactement. Peux-tu? Puis ça, pour moi, ça a toujours été clair. Donc, la méthode Team Factory, ben, c'était de prendre cette science-là. J'ai pas réinventé la roue. J'ai juste dit, si ça marche dans le sport, puis on a compris que mieux je vais lire mon humain, plus j'ai de chances de gagner la Coupe Stanley. Ben, dans mon entreprise, mieux je lis l'humain, plus j'ai de chances de gagner. Fait que donc, méthodologie très simple. Pour nous, un humain dans une organisation, c'est un cœur, 2 mains. OK? Fait que nous autres, les RH, on a amené ça simple. Fait que le cœur d'un humain, son niveau de mobilisation et sa capacité d'influence sur ses collègues, je l'évalue avec une lettre, A, B, C, D. Ensuite, compétences techniques, métier. OK? C'est un machiniste, c'est quelqu'un qui travaille aux fruits et légumes, c'est quelqu'un, peu importe mon domaine. Est-ce qu'il est bon ou pas bon dans son rôle, dans son rôle technique? Et là, ça nous amène une lettre et un chiffre. Fait qu'un D chez nous, quelqu'un de négatif, désaligné avec la vision, influenceur négatif de ses collègues. Un C, un employé qui fait son travail. Par contre, est-ce que je suis sûr qu'il est avec moi dans 3 ans? Je ne suis pas sûr. Je sens que c'est quelqu'un qui peut être ouvert aux opportunités, qui peut partir pour la compétition pour un meilleur salaire, un meilleur poste. Mais par contre, il fait bien son travail, mais il n'est pas tatoué. A et B, des gens tatoués, des gens fiers, des gens qui se voient à long terme. Par contre, un B, lui, la façon qu'il veut démontrer sa fierté de travailler chez vous, c'est par son intensité, la qualité de son travail. Mais lui, l'aspect RH, gérer des équipes, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut briller par sa compétence. Le A, par exemple, gagner en équipe, aller chercher le cœur de ses collègues. Ah, ça l'allume. Mais là, soyons honnêtes, nos B, là, on était allumés parce qu'ils sont tatoués. Fait qu'on leur a donné des équipes, alors qu'eux, c'était pas la bonne chaise.
la façon de les faire briller, eux autres, c'est par leur compétence, en leur donnant des défis. Et après ça, compétences techniques, compétences métiers. 4, c'est un débutant dans son métier. 3, il connaît les bases. 2, il est autonome. 1, c'est devenu une référence. Souvent, c'est par le nombre d'années d'expertise. Et là, on se retrouve avec une lettre et un chiffre. Je sais son niveau d'engagement face à mon organisation et son niveau de compétence. Avec ces 2 curseurs-là, après ça, on a développé des systèmes de schématiques. Après ça, on associe les coûts reliés à ça. Est-ce qu'on peut réduire des coûts? Parce que parfois, quand on parlait de restructuration, des coûts. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça enlève la notion de bon, pas bon. Moi, Lisa, dans mon approche, j'ai toujours dit, le pire ennemi de nos organisations, c'est qu'on essaie d'aller sur la notion de bon, pas bon. Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? On cherche des bons gestionnaires. Moi, j'aime ça quand je rencontre des comités exécutifs. Vous voulez tous des bons gestionnaires. Bon selon qui? Après ça, je leur dis, c'est quoi un bon? Et là, ça part dans tous les sens. Exact. Ils ne savent même pas c'est qui un bon. Mais on le cherche. Ouais. Moi, j'ai dit, on va devenir factuel. Fait qu'en ayant un standard comme ça commence par le comité exécutif qui est tout d'un coup, ils parlent la même langue de leurs équipes de gestion. Puis après ça, chaque équipe de gestion, ça leur amène un langage commun au niveau de leurs équipes. Ça nous permet, dans un logiciel, d'avoir une cartographie de toutes nos équipes. C'est pas juste une cartographie pour juger nos gens, là. C'est une cartographie pour faciliter et clarifier la prise de décision. Fait que nous, c'est un système qui facilite et qui précise la prise de décision organisationnelle. Comme ça. Et on écarte l'émotion, on analyse l'humain avec un standard qui n'est pas seulement sur ma perception à moi, qui peut être complètement fausse. Et ça crée un standard, puis ensuite, c'est vraiment un jeu d'échecs. C'est quoi la meilleure stratégie pour gagner le match? Et on avance nos joueurs dans les bons rôles, dans les bonnes positions. Et là, ça donne du courage à l'organisation aussi, parce que c'est supporté par la technologie, par un support visuel. Ça mesure aussi l'aspect financier du truc. Fait que comme ça, de cette façon-là, c'est de notre façon où humblement on accompagne les organisations. Ça permet d'aller chercher comme une perception plus collective. Ça permet d'adresser les biais que chaque être humain va avoir aussi, là, qui va venir, c'est l'évaluation, mon évaluation de personne A, mon évaluation de personne B peut être complètement biaisée par 100%. Certains des biais cognitifs que j'ai, mes expériences passées. Donc ça permet justement de dire, on utilise un outil qui nous permet de venir chercher une perception beaucoup plus large, beaucoup plus objective que subjective aussi. 100%. Puis on a une ligne directrice, une ligne commune. Puis contrairement à ce que les gens pensent, je te le dis, les résultats sont souvent beaucoup plus positifs que la première impression. OK. Au début, là, on est très dur souvent. Des A chez nous, non, on n'a pas ça, nous autres. Puis souvent, je le dis, calmez-vous, là. Puis souvent, le monde pense que ma cartographie, au contraire, ça fait juste aller très... Non, pas du tout. Ça leur annonce plein de bonnes nouvelles. Il y a plein de gens en ce moment dans ton organisation qui sont sous-utilisés, qui attendent juste de briller chez nous. Puis la cartographie, moi, c'est surtout ça qui m'allume. Parce que tout le monde, le premier réflexe, on va trouver nos dés. Ça m'intéresse même pas. C'est pas tant... Souvent, les dés, on les connaît déjà, avant ou après moi. On les connaît déjà. C'est pas là. C'est pas là. Moi, ce que je veux trouver, c'est le talent chez vous, qui est sous-estimé parce que son gestionnaire ne le fait pas briller ou pour toutes sortes de raisons. Puis que lui, là, tu le sais pas, là, mais il va peut-être partir. Il va être un game changer pour ta business. Ça. Puis moi, mettre la lumière sur les individus, c'est ça que ça fait la cartographie aussi. Oui, il y a des évidences qui vont ressortir qui parfois sont négatives, mais la plupart du temps, c'est le contraire. Ça met la lumière sur des gens qui, en ce moment, on sous-estime. Puis après notre analyse, finalement, on fait développer des gens puis on les fait grandir. Puis c'est là qu'on amène un effet positif à l'organisation. Tellement. C'est comme ça que ton bateau peut aller plus loin, plus vite. Exact. Fait que cartographie, nous, c'est un système comme ça. Je parlais tantôt, technologie logicielle qui vient supporter ça. Pourquoi? Je trouvais qu'il y avait un manque dans le marché. C'est que oui, il existe d'excellents logiciels RH québécois. Je ne veux surtout pas enlever. Ils réalisent très bien leur mission, aucun problème. Par contre, en quoi ça m'aide à structurer mon organisation et comment rendre mes gestionnaires imputables? Parce que souvent, beau logiciel RH, plein de data, mais ça reste dans le cours du RH. Puis là, la question, c'est OK, comment je fais pour embarquer mes gestionnaires dans le truc? Ça. Nous, notre logiciel, oui, ça fait tout l'aspect RH, que ce soit ATS, que ce soit LMS, que ce soit évaluation de performance, que ce soit développement des compétences, tous les dossiers employés, bon, tout ça, OK? Mais surtout, c'est dans un alignement d'imputabilité gestionnaire. C'est ton équipe, OK?
c'est ton team. Je veux que tu t'en occupes, je veux que tu te responsabilises, je veux que tu développes les gens. Ouais. Fait qu'en amenant chaque gestionnaire à avoir une clarté, il comprend les besoins clairs de son équipe, met en place dans notre système des plans de développement, des plans d'action avec des deadlines, fait toutes les évaluations de son équipe à même notre plateforme. Fait que, donc, on a standardisé ça, gestionnaire, avec le RH qui travaillent ensemble dans un logiciel pour développer leur gens. C'est vraiment ça le cœur de l'approche qu'on a eue du logiciel Team Factory. J'adore. Merci, Martin. Avec grand plaisir.